Donc on va terminer maintenant avec Jérôme Coutan. On termine avec toi parce que en fait tu es le plus proche de tu es le plus proche d'ici puisque tu viens du SCRAD donc et tu vas nous parler des plantes oui tout ce qui concerne en fait tout ce qui concerne les plantes les plantes d'ornement en ville liées au réchauffement climatique. Voilà, donc tout à l'heure, il y a eu Monsieur Daniel Soup, donc qui s'en va, qui a parlé euh, des arbres en ville. Moi, je vais plus vous parler donc des plantes arbustives et des plantes pour le fleurissement estival. Donc, le titre de l'intervention est garder une ville belle et fleurie malgré le réchauffement climatique. Euh, Ça pourrait couvrir finalement un sujet assez vaste. Moi, je l'ai restreint à mon domaine de compétences voilà, qui concerne donc la palette végétale. Donc, je vais plutôt vous parler de gamme et des travaux qui ont été faits à l'Institut et particulièrement l'Astrodor Méditerranée sur le sujet. Donc là, bon, ce matin, on a beaucoup parlé. Vous avez vu aussi des diapos sur le changement climatique. Moi, je voulais mettre deux petits éléments pour vous faire un petit peu réagir. Donc là, très récemment, la vague de chaleur, enfin de sécheresse, pardon, qu'il y a eu sur le territoire français au cours de l'été 2019, donc avec quasiment toute la France qui était concernée par les restrictions d'eau. Voilà, c'est un sujet qui ne touche pas que la Méditerranée où les phénomènes sont récurrents, mais bien sûr toute la France, et même plus généralement enfin, l'Europe entière et ailleurs. Donc de ce côté-là, à gauche et à droite, vous avez une adaptation, en fait, une réponse du milieu paysager. Aux États-Unis, maintenant, c'est devenu assez courant en été de peindre les gazons qui sont secs puisqu'on ne peut plus arroser. Donc ça s'est développé au départ en Californie. Maintenant, ça s'est un peu démocratisé dans d'autres États des États-Unis. Et donc avec une peinture qui, semble-t-il, est biodégradable, il n'y a apparemment pas de souci par rapport à ça quand on voit les EPI que porte la personne. Mais donc ça interroge sur voilà, notre rapport au végétal. Voilà, est-ce que vraiment on peut faire sans eau complètement et maintenir nos pratiques. Donc bon, après, ce sont des rappels. Hein, donc l'eau est indispensable pour le végétal. De fait, parce qu'elle est présente à 60% pour le bois, jusqu'à 95% pour les légumes dans le poids d'une plante. L'eau est essentielle pour la transpiration des plantes, donc c'est le moteur de flux de sève. Donc, c'est déjà le support qui sert de véhicule de transport pour un tas de choses pour la plante, donc c'est essentiel. Elle va aussi jouer un rôle dans la régulation thermique du végétal, et donc la plante en a absolument besoin. Au niveau des réactions de la plante au stress hydrique, en premier lieu, il y a la fermeture des stomates, parce que par les stomates se font des échanges gazeux, et donc il y a une part importante de perte d'eau, c'est par là que la plante transpire. Donc elle va chercher d'abord à fermer les portes, donc ce qui aura des conséquences parce que de fait, elle ne pourra plus absorber le CO2, donc on aura une baisse de la photosynthèse. Et in fine, donc un impact sur la croissance de la plante, son aspect, sa capacité à fleurir, in fine. Donc après, il y a des conséquences aussi esthétiques, donc avec le flétrissement du feuillage, qui peut s'aggraver jusqu'à aller jusqu'à la sénescence, qui finalement est une réaction d'adaptation de la plante. Elle va décider de perdre son feuillage pour limiter drastiquement la transpiration et finalement éviter de complètement mourir finalement. Voilà. Et on peut aussi avoir des phénomènes de dysfonctionnement au niveau des flux de sève, donc avec de la cavitation. Donc la plante carrément là, elle va perdre des rameaux, voire totalement perdre cette turgescence et mourir. Et pour les plantes pérennes, on peut avoir des effets aussi de la sécheresse, c'est-à-dire que, je l'ai dit à l'instant, s'il y a une sénescence qui est précoce, ça peut avoir des impacts sur le stockage en fait tous les éléments carbonés qu'elle va stocker en elle pour l'année suivante, et donc ça peut avoir un impact sur la croissance de l'année N+1 et aussi sur sa résistance à supporter les passés d'hiver. Donc voilà, dans les stratégies moi je me suis plutôt axé sur la ressource en eau.
Donc là, bon, j'espère que ça a déjà été évoqué et que vous les connaissez pour l'essentiel. Donc plusieurs stratégies, plusieurs leviers qui sont utilisés pour éviter de trop arroser. Donc tout ce qui est lié à limiter la transpiration du sol. Et donc il y a deux impacts. Hein, donc éviter que la transpiration et aussi rafraîchir le sol. Ça c'est super important. Donc tout ce qui évite en premier lieu le minage, sarclage qui est très connu, et donc tout type de paillage organique, minéral ou même hors sol, même si c'est plus tout dans l'air du temps. Mais évidemment ça aura un impact isolant et qui va, on dit que ça peut aller jusqu'à diminuer 50% les arrosages. Ensuite il y a tout ce qui est raisonner les apports en eau. Donc parfois on peut être tenté pour économiser l'eau, d'arroser moins longtemps. Or, il est très important d'arroser suffisamment. On ne va pas arroser de manière régulière tous les jours un petit peu. Il vaut mieux préférer des arrosages conséquents pour recharger un sol, arriver à la capacité au champ et de manière à ce que ensuite les racines puissent aller chercher l'eau en profondeur, que d'arroser superficiellement, et finalement on va favoriser un développement en surface du réseau de racines, et dès qu'on va arrêter d'arroser, la plante va énormément souffrir. Donc c'est préférable d'arroser de manière conséquente pour que la plante aille chercher l'eau en profondeur. Au bon moment, donc aussi ça c'est important, même par rapport à l'heure de la journée. Là, je vous ai illustré, vous avez un gazon arrosé par aspersion. En été, chez nous, c'est intéressant d'arroser le matin, de manière à récupérer la rosée qui aura pu se former à ce moment-là, de manière à faire tomber la rosée sur le sol et récupérer cette quantité d'eau qui sinon serait dissipée par évaporation. Voilà, et bien sûr, il faut raisonner ça avec le support de culture. Donc, si c'est un bac avec un substrat artificiel ou un plein sol, une pleine terre. Donc, il y a aussi la notion de bien préparer son sol avant plantation. Donc, Monsieur Daniel Soupe en a beaucoup parlé. Donc, nous aussi, on est plutôt partisans de ne pas trop modifier le sol et d'apporter la matière organique, ce qui est souvent la meilleure des choses pour améliorer la capacité de rétention en eau d'un sol. Donc il y a aussi le jeune plant et sa qualité. Notamment, ce qui est important, c'est le système racinaire. Donc c'est pas encore trop développé en France, mais c'est vrai que d'avoir des pots anti-chignons, c'est une très bonne chose pour favoriser l'enracinement des plantes. C'est aussi intéressant de planter jeune, de manière à ce que la plante puisse explorer le terrain dans lequel elle est. Et donc, moi, je vais plus m'attarder sur la palette végétale, en lien avec les contraintes du milieu, et donc ce que l'on a fait à la station. Avant d'y arriver, je vais finir avec cette diapositive sur l'adaptation des végétaux au stress hydrique. Donc c'est intéressant déjà de distinguer la tolérance à la sécheresse et la tolérance à la chaleur. C'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est vrai que chez nous, en France, les deux sont souvent liés, des étés chauds et secs. C'est pas toujours le cas, donc il faut avoir ça aussi en tête. Toutes les plantes ne seront pas adaptées à l'un et forcément à l'autre. Il y a des stratégies communes, mais aussi spécifiques pour les deux. Pour ce qui est de la tolérance à la sécheresse, donc les stratégies de la plante, c'est d'abord d'avoir un feuillage adapté. Donc ça, c'est assez visuel, donc au niveau de la forme de la feuille. Différents mécanismes comme la pilosité, des cires qui vont permettre de limiter la transpiration, de renvoyer une partie du rayonnement lumineux. Un port qui est adapté, donc on pense aux plantes méditerranéennes avec des pores en dôme. Il y a aussi des conformations de feuillage comme les feuillages opposés DQC, qui fait que les feuilles se font de l'ombre les unes les autres. Et donc finalement, il y a peu de surface foliaire qui est soumise au rayonnement. Donc il y a le cas par exemple du tournesol dans sa jeune phase, il pousse comme ça, il est comme ça. Vous avez aussi donc après les stomates, donc ça c'est un peu la face cachée qu'on ne voit pas à l'œil nu. Avec là où je vous ai mis l'exemple du laurier rose qui a des cryptes en fait. Les stomates sont cachés sous la face inférieure de la feuille.
Et donc, elles sont protégées finalement dans une espèce de microclimat qui fait que elles vont perdre relativement peu d'eau. Il y a d'autres plantes comme ça, comme les graminées aussi, il y a beaucoup de mécanismes comme ça, où les stomates sont assez protégés. Donc après, il y a les systèmes racinaires, on l'a évoqué, et puis je pourrais rajouter bien sûr le rôle des mycorhizes. La dormance végétative, ça c'est quelque chose qui est courant chez les plantes méditerranéennes. Donc elles vont, une fois qu'elles auront fleuri, elles vont rentrer dans une phase de latence pour passer l'été, qui est en Méditerranée la mauvaise saison. En fait, en ce moment, les plantes poussent, en été elles s'endorment. Et après, donc il y a d'autres aspects, donc les métabolismes spécifiques de la photosynthèse. Et donc avec les plantes en type C4, donc en fait c'est un système plus complexe que le type classique en C3, où en fait en gros, pour ce qui nous concerne, c'est que la plante va pouvoir plus facilement extraire le CO2, donc en conséquence avoir moins besoin d'ouvrir les stomates, et donc elle transpire moins pour le même bénéfice, quoi. Voilà. Donc ça c'est le cas des graminées, parce que notamment, pas que, c'est apparu dans l'évolution dans beaucoup de familles. Ça leur permet d'être plus compétitifs dans les situations de chaleur et de stress hydrique. Et vous avez aussi les plantes CAM, donc pour Crassulaceae acid metabolism, qui en fait concernent avant tout les plantes grasses. Donc ça a été découvert sur les crassulas, mais il y a plein de familles botaniques qui l'ont développé. Les cactacées, les euphorbiacées, donc beaucoup de plantes succulentes. Alors là, en préparant l'exposé, j'ai aussi découvert qu'il y avait des plantes hydrophiles malgré tout qui étaient de type CAM. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est lié à une fonction. Donc voilà, l'évolution peut amener des surprises. Donc sur la méthodologie, quels végétaux on va tester? Donc nous on s'est appuyé beaucoup sur les retours d'expérience, nos adhérents, qui par leur parfois longue connaissance, expérience, nous conseillent des végétaux. L'origine géographique des plantes, donc on a parlé, nous en Méditerranée, on est quand même assez enclin à aller rechercher des végétaux dans des zones méditerranéennes, donc avec des climats relativement similaires aux nôtres. Donc là, je vous ai mis une carte du monde avec les surfaces concernées. Donc on voit que c'est pas grand-chose au niveau du monde, des terres émergées. On a malgré tout ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité, donc en Méditerranée. C'est aussi le cas en Australie et beaucoup aussi en Afrique du Sud. On a un territoire très très restreint, mais avec des habitats particulièrement variés, selon qu'on est près de la côte, sur la face ouest ou est, ou dans les terres. Donc en fait, on aura des profils de plantes avec des climats très différents. Donc il faut faire attention parce que justement, il faut aller rechercher dans la bibliographie vraiment d'où viennent ces plantes, parce que si on y va les yeux fermés, on aura des problèmes. Et après, donc c'est pas la panacée parce que on est souvent face à des plantes qui tolèrent mal les hivers humides, qui aiment les sols assez drainants. Donc ça va pas s'adapter partout, même ici ailleurs, on a des zones qui sont inondables. Donc on va, comme de la même manière que disait Monsieur Soupe, on va chercher aussi des plantes dans les zones montagneuses avec des russicités qui sont plus importantes. Donc pas forcément aller sur des plantes méditerranéennes. Voilà, donc après, donc, il y a tous les aspects de morphologie. Donc par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, sur les formes de feuillage, etc. On a quand même une vigilance par rapport aux plantes invasives. Donc tout à l'heure, je reviendrai à la fin de l'exposé. Mais donc, on fait quand même une petite enquête en amont pour savoir s'il n'y a pas des problèmes ailleurs. Je sais que l'Australie, souvent, est une terre où il y a beaucoup de problèmes de plantes invasives. Donc après, les caractères allergènes, si on les connaît. Au niveau des sources, en fait, donc on se fournit auprès des fournisseurs de jeunes plants, des pépinéristes de collection, en fait, souvent. Les collectivités aussi qui peuvent aussi être sources de plantes relativement rares et intéressantes. Les jardins botaniques remarquables et l'INRAE aussi. Donc là, je vous ai mis une illustration, parce qu'ils font donc à Sophia Antipolis, ils ont un programme d'introduction de plantes de climat méditerranéen avec introduction sous forme de graines le plus souvent. Et donc, ils diffusent les végétaux, donc notamment
par des journées-ventes. Donc voilà, on récupère des plantes intéressantes par ce biais-là. Au niveau des dispositifs d'études, bon, il y en a plusieurs selon ce qu'on va regarder. Donc, j'ai fait une petite synthèse en fait. Donc, bon, typiquement, on a un dispositif avec comme facteur principal forcément l'irrigation, avec une modalité de témoin qui est dite de confort, dès qu'on va mettre les plantes dans des situations où, ben, a priori, elles n'ont pas de besoin, elles n'ont pas de contraintes vis-à-vis de l'eau. Et donc ensuite, on va adopter des stratégies d'arrosage avec des fréquences plus longues, hein, de manière donc à mettre les plantes en situation de stress plus important. Donc là-dedans, ce qui est difficile, c'est d'arriver à juger, à dire voilà, comment on va définir les modalités. Et donc là, pour certains essais, on a mis en place des plantes modèles, en fait, hein, ce qu'on considérait être des plantes. Donc le pélargonium, par exemple, étant une plante qui est assez tolérante au stress hydrique. Donc on l'a pris comme témoin pour définir. On l'a mis en stress pour voir jusqu'à quel point, en fait, l'humidité du sol descendait, et on a défini que c'était le seuil à appliquer pour une plante en conditions de stress hydrique élevé. Et donc voilà, on l'a fait pour plusieurs modalités, donc des plantes modèles en face. Comme facteur secondaire, selon les essais qu'on a fait, donc il y a le paillage qu'on a pu mettre dans une modalité spécifique. Donc on teste avec et sans paillage. Le support de culture, donc ça c'était dans des essais faits sur plantes estivales, donc avec les collègues de l'Astrodor, où on fait des modalités en pot ou en pleine terre. Et ce qui est important dans tous ces essais-là, c'est de multiplier l'observation. Il faut qu'on travaille donc déjà au sein de l'essai avec des répétitions, évidemment, et c'est aussi intéressant de travailler en multisite pour varier les conditions climatiques, les conditions de sol. Donc on ne peut pas conclure avec un essai, même une campagne parfois, hein, c'est bien de les répéter. Voilà, donc après le pilotage, donc il nous faut un outil de pilotage. Hein, donc là, typiquement la tensiométrie, c'est intéressant parce que ça va traduire en fait la difficulté des plantes qu'elle aura pour prélever de l'eau dans le sol. Ça ne vous donne pas la quantité absolue de l'eau, mais ça vous renseigne sur donc comme je l'ai dit, la capacité des plantes à pouvoir, si l'eau est difficile d'accès ou pas en fait, finalement. Au niveau des notations, alors on pourrait regarder plein de critères quantitatifs. C'est chronophage, si on regarde le nombre de fleurs, le diamètre des fleurs par exemple. On s'est souvent orienté sur des choses plus subjectives, mais qui ont quand même de l'intérêt. Donc en fait, on va noter selon une grille qu'on a prédéfinie à l'avance, une note de croissance, une note de floraison, une note de vigueur. Donc on utilise un outil perfectionné qui est l'œil humain et le cerveau qui interprète tout ça, selon une grille après qui est malgré tout subjectif et émotionnel. Donc on a besoin de se mettre d'accord et d'avoir un jury et de se concerter, se mettre d'accord. Voilà. Mais ça fonctionne plutôt bien. Malgré tout, on a quand même des données quantitatives, les dimensions, le poids frais. Et là, j'insiste après sur la notion de valeur esthétique, parce que ce qu'on recherche, c'est des plantes belles, et pas des plantes seulement résistantes à la sécheresse. Ça existe, et bon, après, c'est une question de perception. Voilà. Mais on était parti sur cette idée-là. Et après, la rusticité, quand il s'agit des plantes pérennes. Et donc là, on est sur des durées d'évaluation. Donc pour une campagne typique essai de plantes pour le fleurissement estival, donc la durée typique est de 5 mois. En général, on plante vers le mois de mai, puis on arrache en octobre, en tout cas ici. En pleine terre, pour de l'arbustif, on va être sur des périodes plus longues, hein, de plusieurs années, au moins pour l'installation. Donc j'ai mis 3 ans, mais en fait c'est un minimum, parce que si on veut se rendre compte des choses, il faut le prolonger. Donc là, quelques exemples donc de mise en place. Donc un essai qui a été réalisé il y a déjà un petit moment, vous voyez, 2008-2012. Un essai programme national tolérance sécheresse dans le réseau avec 4 stations, vous voyez, qui sont réparties sur le territoire dans des zones climatiques assez différentes. Donc c'est intéressant pour voir le comportement des végétaux. Par contrainte, alors ce qui se passe, c'est que pour contrôler les choses, il fallait qu'il pleuve pas, ou en tout cas qu'on ne soit pas gêné par ça. Donc nos collègues, mettons dans le CDHR Centre, ont été amenés à cultiver dans les abris, donc aérés au plus possible, mais il faut quand même qu'on puisse s'éviter
les orages d'été. Au SCRAD, nous, on était en pleine terre, et puis les orages d'été, maintenant, sont moins fréquents, hein, faut le reconnaître. Donc, on a pris le risque de faire les essais en extérieur. Autre exemple, donc là, c'est un programme sur les plantes arbustives, ligneuses. Donc là, c'est un essai qui est réalisé par la station SCRAD en collaboration avec le CREAM. Donc on a travaillé aussi sur un réseau de parcelles d'essai, donc là de plus grande taille et dans le temps. Avec un site ailleurs sur le littoral, un autre à Saint-Laurent-du-Var, donc où on ira. Non, pardon, ce sera les journées après, ce sera jeudi soir. Donc ceux-là se iront, mais à Saint-Laurent-du-Var, donc des conditions de culture où les sols sont moins profonds, beaucoup moins profonds, à tendance plutôt acide, alors qu'ici on est sur des sols plutôt neutres, en plaine alluviale. Et puis on a eu un site aussi à Avignon, donc où là on est déjà sur un climat méditerranéen plus frais et un sol calcaire. Donc on ne croise pas tous les facteurs là dans ces conditions-là, mais déjà on a une approche multicritère intéressante. Là, on a testé un peu plus de 200 espèces dans 49 familles botaniques. À ce jour, donc là, aujourd'hui, on n'a plus de parcelles sur Avignon ou Saint-Laurent-du-Var parce qu'ils ont déménagé, en fait. Cela étant, on a encore la parcelle sur Hyères. Donc là, pour vous illustrer l'intérêt de travailler dans le temps, vous avez donc une succession de diagrammes ambrothermiques sur Hyères sur 5 ans. Donc, vous voyez quand la courbe rouge monte, c'est que c'est l'été, et quand elle baisse, c'est l'hiver. Et vous voyez qu'en fait, les pluviométries sont assez anarchiques. On voit nettement les zones, les périodes de sécheresse, hein, quand la courbe rouge dépasse et que la colonne d'eau bleue est sous la courbe. Donc on reconnaît bien les étés, mais on voit bien qu'il y a des années qui sont beaucoup plus contraignantes que d'autres, comme en 2017, où en fait il a plu en avril et puis il a replu à la fin novembre, avec un orage d'été en septembre, donc vous voyez, qui était parfaitement insuffisant. Donc on a presque 4, 6, on a presque 7 mois en fait sans eau. Donc sur des modalités qu'on n'arrosait pas, on a des plantes qui souffrent particulièrement. Là on a des entonnoirs qui sont très serrés. Et après ça, donc vous avez fin 2018, la courbe est même pas suffisante, hein, on explose le plafond. Là, on est à, je crois, 500 mm cumulés sur 2 mois. Bien sûr, ça, ce sont des lames d'eau, hein, c'est-à-dire que l'eau s'infiltre pas, hein, le sol sont saturés, et après tout part à la mer. Donc, vous voyez un peu les variabilités dans le climat méditerranéen. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que on commence à voir ici donc l'été, bon, ça on connaît, l'automne il pleut. Mais au printemps, on commence à avoir des printemps secs. Et c'est ce que vous voyez un petit peu avant, un peu avant l'été, là, sur la courbe montante. On a des fois un mois et demi sans eau au printemps. Donc, ce qui est quand même assez gênant pour la flore méditerranéenne, parce que c'est le moment où en fait se fait la floraison. Et donc c'est le moment où elles poussent le plus. Donc si elles n'ont pas d'eau à ce moment-là, ça devient compliqué. Et je voulais vous montrer donc à droite, hein, donc nos parcelles d'essai. Là, donc c'était en haut à droite le fameux été 2017 extrêmement sec. Et puis en dessous, ce qui peut se passer chez nous quand ça inonde. Hein. Donc là, on a des plantes soumises à des conditions très variées. Sans trop vous assommer de résultats, je voulais vous présenter un petit peu ce qu'on obtient comme graphique de données. Donc là, c'est sur l'essai sécheresse avec plantes fleuries estivales. Donc vous avez en haut là les deux premiers des graphiques sur la note de vigueur avec 3 modalités. Donc vous voyez que sur une échelle de 0 à 5, on arrive bien à distinguer donc la partie en jaune, hein, qui est la condition la plus stressée. Donc la plante la décroche, que ce soit pour la vigueur ou la floraison. Et puis en bas, on a notre note globale qui est un peu une synthèse, qui n'est pas la moyenne, hein, mais c'est une appréciation un peu générale. Et donc qui corrobore bien ce qu'on voit sur les images. Là, on a fait à la fin de l'essai un arrachage et le poids frais. Mais tout ça est assez bien cohérent.
Et donc là, je voulais terminer, enfin, à poursuivre avec différents exemples. Hein, donc, bon, je vais passer assez rapidement, mais quand même, c'est pour vous illustrer différents comportements de végétaux. Donc là, sur les plantes donc, de fleurissement d'été, ben, vous avez donc ici une euphorbia, donc, qui maintenant devient assez courante, Diamond Frost, donc euphorbiacée. Hein, donc, on est sur une famille de plantes où il y a tous les types de métabolisme, très très diversifiés. Il y a des plantes grasses hein, dans le lot. Là, on est presque sur ça en fait. Hein, Pericifolia, il y a des tiges turgescentes assez épaisses. Donc une plante qui est parfaitement bien adaptée au stress hydrique, qui est finalement assez indifférente en fait sur les volumes d'eau apportés. Elle supporte aussi très bien qu'on l'arrose régulièrement. Donc c'est intéressant aussi dans la réflexion des massifs, quand on réfléchit les massifs et l'assortiment de végétaux. Donc finalement, elle est assez plastique, cette plante. Et donc malgré tout, on a une diminution de la quantité de fleurs, mais la plante est plus compacte. Donc on a un effet visuel, un rapport feuillage-fleur qui reste maintenu. Et puis on est aussi sur une plante qui est assez tolérante à la chaleur. Donc on a une durée de floraison qui n'est pas affectée. Et donc en tout cas sur le site de hier, elle était très satisfaisante. Autre exemple, là sur une plante, donc la pervenche de Madagascar. Hein, donc pour le coup, on n'est pas du tout sur des plantes méditerranéennes. Une gelée stricte, mais là on est sur des plantes thermophiles, hein, clairement. Qui vont quand même avoir besoin d'eau. Hein, donc si on les stresse, elles vont pousser moins vite. Mais une fois qu'on a atteint le stade de développement souhaité, elles ont une très bonne floribondité. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment leur tolérance à la chaleur. Mais on a pu constater que là, il y a une sensibilité aux excès d'eau. Donc avec un jaunissement, par exemple, qui est assez marqué. Donc voilà, on va devoir la limiter à certains types de massifs. Et là, vous avez un troisième exemple avec le lobularia. Donc la lys maritime, c'est des plantes à l'état sauvage qu'on trouve ici, au bord des plages. Et en fait, donc ce qui est intéressant, c'est que là, c'est utilisé en fleurissement plutôt dans le nord de la France pour l'été. Chez nous, c'est une plante en fait qui fleurit bien le reste de l'année, mais pas l'été. Voilà. Donc, pardon. Voilà. Ah, voilà. Et donc en fait, elle est proposée en massif d'été, mais on a observé des dessèchements et donc c'est le stress est prolongé. Malgré tout, elle a une capacité de redémarrage qui est intéressante. Donc en fait, elle va être assez moche pour être clair en été. Et puis dès que les températures descendent, se rafraîchissent, la plante revit. Donc pour un massif d'été, c'est pas top, mais après en vivace, c'est intéressant. Là, on passe aux plantes ligneuses. Alors ça, c'est directement donc issu de nos travaux en station. Donc moi, je vais plutôt m'orienter sur les plantes méditerranéennes relativement peu rustiques, mais bien adaptées pour le littoral varois. Là, ici, vous avez une plante qui nous vient de Californie. Heteromeles arbutifolia, c'est une rosacée. Qui est en fait qui provient donc de Californie, du chaparral. Donc en fait, c'est l'équivalent du maquis en fait hein, pour la Californie. Qu'on appelle le Christmas Baby parce qu'en fait, elle fait des baies qui se rapprochent un petit peu du fragon ou du hou. Et donc, c'est utilisé pour décorer les maisons à Noël. Hein. Il me semble aussi que de cette plante-là est venu le terme Hollywood, hein, ce qu'on appelle California Holly. Et donc c'est une plante assez commune en fait là-bas, qui est assez indifférente au niveau des sols. Hein. Elle tolère très bien le calcaire, on l'a vérifié sur Avignon. Une fois installée, elle est très intéressante, c'est-à-dire qu'elle demande, elle réclame pas d'eau. C'est même plutôt bénéfique parce qu'en fait, si on continue de l'arroser, elle va pousser sur l'été et ça va engendrer un entretien supplémentaire de taille en fin de saison. Et en fait, dans son cycle, elle fleurit au printemps, elle fructifie à l'automne. Et si vous l'arrosez, elle va continuer à pousser, et donc on profitera moins de l'effet esthétique des baies. Donc elle est très plastique, elle se comporte très bien dans toute exposition. On l'a essayé sur des talus aussi, donc talus exposés au nord, ça marche très bien. Si le sol est inondé, ça marche bien aussi. Donc voilà une plante assez plastique, appétante pour les oiseaux au niveau des baies.
Après, on a pu observer qu'on avait des problèmes de phytophthora en culture, ce que donc là j'ai pas précisé, mais on fait aussi des essais de production, parce que c'est bien gentil de faire un test in situ, mais il faut savoir la produire, la multiplier, donc on a regardé tout ça. Il y a cet envoyant-là, puis après, de fait, c'est une plante qui a un système racinaire très dispersé, en fait, elle explore en fait le sol. Et ce qui se passe, c'est quand on la cultive en pleine terre, par exemple, qu'on veut l'arracher, en fait, on se retrouve avec les charpentes racinaires, mais les radicelles, il n'y en a plus. Donc, au niveau de la culture, bon, en hors sol, ça marche bien, mais si on veut faire un sujet, par exemple, une demi-tige, ça va être compliqué, parce que, en tout cas, il faut bien gérer l'arrachage. Là, vous avez une plante, donc une famille qui est assez peu connue, qui sont les Restionacées. C'est des plantes qu'on trouve en Afrique du Sud, en Australie, un tout petit peu aussi en Amérique du Sud. Plantes très intéressantes en fait, il y a plein d'espèces. Mais il faut faire le tri, parce qu'on a des plantes souvent acidophiles. Certaines se comporteront bien sur des sols neutres. En sol calcaire, ça devient difficile. Dans toute cette famille-là, on a identifié l'Elegia tectorum, qu'on appelle aussi Chondropetalum tectorum. Donc ça ressemble un peu à un jonc ou une prêle dans l'aspect, c'est une plante articulée. Les feuilles sont sous forme de membrane en fait, donc on les voit au début puis après elles disparaissent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante donc tolérante à la sécheresse et qui demande peu d'entretien. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pas trop se développer en diamètre. Enfin, c'est concentrique. Le cœur ne se creuse pas avec le temps. Et on risque pas de la retrouver un mètre plus loin et se disperser comme la prêle par exemple. Donc une plante qui reste en place, qui atteint ses dimensions. Donc pour l'aménageur, celui qui veut pas trop entretenir, c'est une plante très intéressante. Avec les années, les feuilles sèchent et tombent en fait d'elles-mêmes en fait en se désarticulant. Après, l'inconvénient, c'est que c'est une plante qui est lente au niveau de la croissance et qui va pas donc s'il ne faut pas l'entretenir, c'est qu'il ne faut pas non plus. Enfin, elle va mal supporter les tailles sévères. Donc, c'est important dans la gestion des espaces verts de bien avoir ça en tête, parce que des fois, ils ont la main un peu lourde et on peut avoir des accidents. Et là, en l'occurrence, ça pardonne pas trop. D'accord. Dans ce cas, je vais peut-être passer. Bon, là, vous avez un Buldéia. C'était pour vous montrer qu'il y avait des choses des fois surprenantes. Donc là, un Buldéia d'Afrique du Sud. Originaire du Karoo, c'est une région semi-aride, donc on est plus sur le littoral mais un petit peu à l'arrière des terres, donc avec des froids un peu plus importants, donc c'est une plante relativement rustique. Nous on a observé qu'elle était moins tolérante, pas trop tolérante aux excès d'eau, surtout dans les premières phases, dans les premiers temps en fait d'implantation. Donc le feuillage est particulièrement intéressant. Floraison totalement décalée, pas forcément esthétique, c'est vraiment le feuillage qui est intéressant. Et puis pour finir, même pas, je vais accélérer peut-être. Là aussi vous avez un Baccharis, donc souvent il y a le Baccharis amilifolia qui est une invasive, sur tout le littoral atlantique. Ici vous avez une espèce de Californie, une sélection sauvage avec un port très tapissant. Très bien adapté en plus de la sécheresse aux conditions salées, aux embruns. Croissance rapide. Et en fait, là, on a un individu, une sélection mâle, qui fait qu'on ne risque pas en fait d'avoir de dispersion dans la nature. Donc voilà une plante très intéressante par rapport au caractère invasif. Et pour terminer les illustrations, je voulais vous parler de plantes un peu plus locales. Là ici, vous avez un travail qui a été fait. Donc on a exploité en fait un travail de sélection ancien, qui sont les sélections de rosiers qui ont été faits dans la région. Là ici vous avez les rosiers Nabonant, qui ont été mis au point par la famille Nabonant, qui a eu Clément, trois personnes dans la famille, 300 variétés mis au catalogue. On en a retrouvé une trentaine, notamment grâce à l'association des Amis des Roses Nabonant, qui sont en fait des descendants de cette famille-là, qui ont recherché dans des pépinières ou même dans des sites, des jardins privés en fait, de toute la côte d'Azur, pour retrouver des variétés. Ça atterrit chez nous. En fait, on a fait une parcelle de collection qui est toujours en place pour caractériser les variétés, les multiplier et aussi faire des parcelles de démonstration en ville. Donc, en ville de Hyères, sur la voie Olbia, vous avez plusieurs massifs de ces rosiers-là.
L'intérêt, c'est qu'ils fleurissent tôt, en fait. On est sur des variétés qui sont bouturées, en fait. Donc on est franc de pied. Et ce sont des plantes donc, qui vont fleurir à partir du mois d'avril chez nous. Donc avant les grosses chaleurs. Donc en fait, on profite d'une belle floraison. Ils sont aussi remontants. Si vous les arrosez pas, forcément, ils font la tête l'été. Mais après, ils ont une capacité à refleurir qui est assez intéressante sur l'automne. Et là, sur la ville de hier, avec la Wolbia, on peut avoir donc l'effet d'îlot de chaleur. Et c'est pas rare qu'ils fleurissent à Noël ou au Nouvel An, quoi. Voilà. Il y a aussi l'intérêt parfum. Là, peut-être la limite, c'est la gamme de couleurs, parce qu'en fait, on est sur des roses et nuances de roses, quelques variétés orangées. Mais la gamme de coloris est un peu limitée. Mais ce sont des plantes particulièrement intéressantes qui sont à taille facultative, pas arbustifs pour la plupart. Il y a aussi quelques grimpants. Voilà. Et donc, là je l'ai à moitié évoqué, mais en complément des essais qu'on fait sur parcelles de référence, on a aussi des essais faits en ville. Donc pour multiplier les points d'observation, pour donc soumettre les plantes à des conditions variées, donc ça peut être la pollution, des conditions d'exposition, de pente de terrain, etc. Et c'est aussi une vitrine. C'est intéressant de pouvoir présenter aux aménageurs les végétaux et aussi le grand public. On a eu des effets des fois très marqués. On met en place une plante et puis au moment de la floraison, les gens qui traversent la ville tous les jours, il y a une bonne partie qui la voient et finalement ils atterrissent dans une jardinerie. On voudrait telle plante, on l'a vue, ça m'intéresse. Voilà, donc ça peut être des bons tremplins. Il y a aussi donc la fréquence d'entretien, la qualité des soins qu'on peut aussi observer. Ça, parfois on le contrôle pas ça. Et donc je vous ai mis quelques illustrations, que ce soit des plantes fleuries comme l'agapanthe, Peach and Blue qu'on avait travaillé à la station, mis au point à la station, ou carrément des arbres. On a fait quelques arbres comme les Callistemon viminalis tout près d'ici, là en descendant la rue. Donc ils sont en bouton, ils fleuriront au printemps. Donc il y a des Callistemon qu'on peut conduire en petit arbre là, en l'occurrence. Là on est sur du 4-5 mètres pour des petits alignements. Donc pour terminer, donc quelques liens. Donc le site InnoPlante, où en fait c'est une plateforme qui me permet de communiquer sur ces végétaux-là, mis en place par l'Astrodor. Et donc vous retrouvez des fiches techniques sur les végétaux qu'on a travaillés, avec des clés, des filtres, et on s'intéressait aussi à la partie multiplication de production. Donc c'est intéressant autant pour les espaces verts que pour les producteurs. Après, on a évidemment les journées en station, et puis on est aussi diffuseur nous-mêmes de végétaux, donc on a une unité de production, et on peut diffuser des plantes auprès des adhérents. Et je terminerai, tout à l'heure j'en ai parlé, des plantes invasives, avec l'importance d'avoir ça en tête. En gros, on estime que sur 1000 plantes introduites en France, il y en a une qui sera invasive in fine. Il y a plein de contraintes, plein de filtres. C'est très difficile aussi de déterminer si une plante va l'être ou pas, en fait. Il y a des faisceaux, mais on ne peut pas affirmer ce qui va se passer. Donc je vous invite à aller au niveau national, il y a le code plantes envahissantes, qui en fait une démarche volontaire d'engagement des pépiniéristes à ne pas diffuser des plantes invasives. Il y a une liste, comment on dit, de consensus qui rassemble des plantes qui sont même réglementaires, qui sont connues comme invasives, et après des plantes où on est avec une diffusion, mais avec recommandation. Voilà. Et au niveau local, on a un site qui s'est créé récemment, notamment grâce aux consommateurs de Porquerolles, qui s'appelle InvMed, et qui fait une liste similaire, un peu plus exhaustive et axée sur le climat méditerranéen. J'en ai terminé et je vous remercie pour votre attention.